Aujourd'hui, un bonjour particulier à toutes ces femmes qui ont ou qui vont donner la vie. Pour certaines, la grossesse est un long fleuve tranquille. D'autres, malheureusement, rencontrent de graves difficultés. Nos experts et témoins sont là pour les aider. Mais tout de suite, chef Olivia, on y va ? Bonjour Olivia. Bonjour Angela. Comment tu vas? Angela. Tu sais quoi? On va répondre à Marlène aujourd'hui, qui nous écrit depuis Abidjan. Abidjan, tu connais, non? C'est la base. Hein, c'est la base, n'est-ce pas? Alors, comment on dit bonjour à Abidjan? On dit Annie Soroman, on dit Aquaba, on dit bonjour. Aquaba, c'est pas bien, c'est pas bienvenue. Bienvenue, bonjour. C'est ça. On t'accueille. Voilà. Génial. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pays de l'hospitalité. C'est ça. Voilà. Bonjour Angela, je redécouvre le fonio et je cherche des petites recettes simples à partager avec ma petite tribu de 3 enfants. As-tu des idées? Alors là, dès qu'on dit fonio, on pense à qui? Pierre. Thiam, du Sénégal. Voilà. L'ambassadeur du fonio. L'ambassadeur. Un petit coucou Pierre. Coucou, on t'attend ici. Tu viens quand tu veux. C'est ma première. Alors, tu as des idées de recettes pour notre ami? Fonio. J'ai du fonio dans la cuisine des maternelles. Donc ça, c'est déjà bien. Est-ce qu'on sait ce que c'est le fonio? Ça, c'est toi, non? Alors, le fonio, c'est une céréale qui est ancestrale et qui est cultivée depuis des milliers d'années. Donc, on retrouve cette céréale au Mali, en Guinée, au Togo aussi. Et donc, ça se prépare comment? Un peu comme le couscous? Un peu comme le couscous, mais le fonio prend beaucoup plus d'eau. Ça n'a pas l'air comme ça, tu vois, c'est des petits grains comme ça, mais ils prennent énormément d'eau parce qu'ils sont bien secs. Regarde, j'ai de l'eau chaude là, tu peux me passer l'eau, s'il te plaît? Et c'est très simple à cuisiner. Et je ne sais pas si tu sais, mais ce fonio-là, il a été torréfié. Ah! Toi? Oh, ça sent super bon. Ah bah, écoute, ce qui est bien avec le fonio, c'est qu'il est riche en zinc, il est riche en calcium, en manganèse, beaucoup de fibres, très nutritif et puis super digeste. J'ai mélangé donc le fonio à l'eau chaude. D'accord. Et on va le laisser gonfler. Ok. Voilà, donc on le couvre. On le laisse gonfler. Tu rajoutes des légumes ou pas? Oui, bien sûr. Ah, parce que tu sais, quand on parle avec les enfants, de les aider à manger, je vous dis souvent qu'il faut manger les légumes. Tout à fait. Vous, adultes, si vous voulez que vos enfants mangent les légumes, il faut les consommer. Et là, j'ai ce jeu qui est très, très sympa. Avec ça, j'aime bien les haricots verts. Voilà, juste avant de commencer, excuse-moi, donne-moi une carotte. Et puis peut-être des choux. D'accord. En fait, tu sais, quand on parle de légumes, oui, chacun peut faire un peu ce qu'il veut. On met ce qu'on a dans la cuisine. On met ce qu'on a dans la cuisine. On ne va pas aller acheter des légumes pour pouvoir faire un plat. On finit ce qu'on a, c'est de best. Vous voyez les petites cartes qu'il y a dans ce jeu? J'adore ce jeu. C'est excellent. Donc là, on parle de haricots verts, haricots verts, choux, potirons, betteraves. Et les enfants doivent reconnaître, c'est ça? Exactement, ils doivent reconnaître. Alors souvent, c'est rigolo parce qu'ils vont te dire des choses qui sont certaines fois complètement rigolotes. Oui, à côté de la plaque, mais bon, ça fait... Et puis après, quand ils goûtent, ils comprennent. C'est vraiment excellent. Donc ça, le fonio, il va monter tout doucement. Et puis bon, moi, je vais faire mes légumes. Tu vas faire ta petite recette. Voilà, mais tu sais, il ne faut pas hésiter à demander aux enfants de nous aider en cuisine. De travailler un petit peu. Tu vois, ça, ils adorent faire ça. Ils n'enlèvent pas rapidement. Et puis, il n'y a pas que les enfants. Papa, Angela. Voilà, d'accord. Alors, Angela, elle a des invités qui l'attendent. Non, Angela, regarde. Juste donne-moi le pour éplucher. Ah, d'accord. L'économe, voilà, super. Ah, à chaque fois que je te demande de m'aider, Angela, tu as quelque chose à faire. Non. Okay. J'ai juste j'ai rien à faire. C'est juste que je voudrais dire un coucou à Prisca Gilbert. Ah, Prisca! Qui est une chef de Côte d'Ivoire. Mon tiramisu à la passion, Prisca. Ah bon? Mais quand est-ce que tu l'invites? Je te jure, on va te faire... Tu vas adorer. Prisca, adorer nous voir cuisiner ensemble. On t'attend. Non, pardon, je Elle m'adore. Faut cuisiner, je vais manger après. Non, mais voilà, cuisiner, manger après, tu n'aides pas, oui. mais tu es toujours en train de dire... Oui. Ciao. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, vous savez, la première fois que j'ai entendu le mot prééclampsie, c'était il y a 9 ans, à la naissance de ma fille. Donc, je cohabitais à l'hôpital avec une dame qui venait d'accoucher prématurément d'un petit garçon, Alan. Et elle m'a dit, voilà, en fait, on m'a déclenché parce que je faisais une prééclampsie. Une quoi?
Une quoi? J'ai demandé 2 fois, j'avais jamais entendu parler de la prééclampsie avant. Et pourtant, il faut savoir que 5 à 8% des femmes enceintes dans le monde sont touchées par cette maladie spécifique à la grossesse. C'est d'ailleurs la 3e cause de décès maternel dans le monde, selon l'OMS. Donc c'est vraiment un sujet important. Nous vous avons posé la question sur Facebook. On vous a demandé si vous saviez ce que c'était la prééclampsie et vous êtes 40% à ne pas savoir ce que c'est. D'où l'utilité de cette émission aujourd'hui et je remercie vraiment sincèrement nos témoins d'être venus partager leur expérience. Donc aujourd'hui, je reçois Zénab. Bonjour Zénab, vous avez 49 ans. Vous êtes juriste, vous êtes mariée, 3 enfants, maman de Lina, 18 ans, Fad, 13 ans et Hafez, 9 ans. Est-ce que j'ai bien dit les prénoms? Parce que vous connaissez, moi, les prénoms, là. C'est bon? C'est exact, oui. Ok, super. Je reçois également Afia Rita, vous avez 31 ans. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Anna Christella, 6 ans. Osana, 2 ans. Et Ivana Maïla, 2 mois. C'est ça? Oui. Merci beaucoup. Et je reçois enfin le docteur Bodossou, vous êtes gynécologue. Ça fait 3 ans que je vous cours après, que je veux vous recevoir au Maternelle d'Afrique. Je suis tellement contente de vous recevoir là. Vous allez nous éclairer avec votre expertise. Merci d'être là. Merci. Alors, on va commencer avec vous, Zénab. Vous êtes enceinte, votre grossesse se passe bien. Vous sentez que vous grossissez un petit peu, mais rien de plus. Alors, racontez comment ça se passe. À un moment, ça commence à se compliquer. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les consultations prénatales, ça se passait bien. J'étais la femme enceinte la plus heureuse du monde. Et là, le médecin me fait l'échographie, il fait ce qu'il doit faire. Et puis, il me jette à la figure, il me dit, Madame, vous avez une prééclampsie. Vous êtes en train de faire une prééclampsie et c'est une maladie gravissime. Donc, quand vous avez entendu gravissime, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'étais très angoissée et quand il a dit que ça touchait l'enfant, j'avais une double peine. Et moi, et puis je souffrais à la place du bébé. Un bébé que je ne connaissais pas encore, mais vraiment, j'étais très angoissée. Docteur Bodossou, on va répondre à cette question. C'est quoi la prééclampsie? Il s'agit d'une hypertension artérielle. Il s'agit d'une protéinurie, c'est-à-dire que l'albumine passe dans les urines et vous avez également ce qu'on pourrait appeler une rétention d'eau, des œdèmes qui commencent à se manifester, c'est-à-dire que les pieds enflent, la bague ne tient plus au doigt, ça serre, le visage peut devenir un peu lunaire. Et il y a une prise de poids excessive, en fait. Il ne faut pas se laisser tromper. Il faut gagner 1 kilo par mois de grossesse. Et en quoi c'est gravissime alors? Gravissime parce que si ce n'est pas pris en charge, cela peut déboucher sur une éclampsie. À cause du manque d'oxygène, à cause du déséquilibre rénal et de la tension, vous allez finalement déboucher sur des crises convulsives qui vont être complètement subentrantes, c'est-à-dire très rapprochées, quelquefois confinant au coma. Et donc, la mère peut décéder, l'enfant aussi, à des stades différents. On a reçu un témoignage justement à ce sujet, Amoura, qui nous a envoyé une vidéo depuis Brazzaville. Elle est congolaise et elle est maman de 3 enfants. On l'écoute. J'ai été affectée par la prééclampsie pendant ma grossesse. Elle a été détectée par une présence excessive des protéines dans mes urines, et cela à 30 semaines. Alors, avec la gynéco, elle a décidé de me garder à l'hôpital, vu que c'était quand même urgent. Et je suis restée à l'hôpital pendant quelques jours et on a décidé de pouvoir interrompre la grossesse pour me sauver moi et le bébé. Merci Amoura. Alors justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ils ont constaté les protéines dans les urines et là justement, ils l'ont hospitalisé pour surveiller. Pour vous, Afia Rita, Oui. comment ça s'est passé pour vos 2 grossesses? Vous avez eu 2 grossesses complètement différentes. Hein? Différent, oui. Oui. La grossesse de Osana Uriela, et arrivée à la 3e semaine, j'ai constaté que ma tension augmente. Et je suis allée sur le Google pour poser la question, pourquoi la tension augmente? J'ai demandé à mon gynécologue, mais il ne veut pas me dire ça. Moi, mais j'ai vu ça prééclampsie. C'est quoi prééclampsie? J'ai demandé à ma belle-sœur, c'est quoi prééclampsie? Et elle m'a répondu, c'est ce qui t'arrive actuellement pour la grossesse de
Osana, la troisième fille. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Du coup, docteur, la question que je me pose, c'est quels sont les signes annonciateurs? Donc là, effectivement, la protéine, nous, on ne va pas faire pipi et puis regarder s'il y a des protéines dans nos urines. Donc, en tant que maman, quels sont les signes qui doivent alerter? Alors, en tant que maman, il faut savoir que la prise de poids excessive joue l'hypertension artérielle. C'est pour ça que ça fait partie de toute la panoplie qu'on déroule dès que la femme arrive en consultation. On prend sa tension artérielle. Lorsque vous arrivez à 14,9, vous êtes déjà en hypertension. D'accord. Oui, Okay. et il faut faire attention. Il faut apporter des médicaments qui vont relaxer les vaisseaux et permettre un retour veineux plus facile. Oui. Parce que vous comprenez que la femme enceinte, c'est comme quelqu'un à qui on a donné une charge de plusieurs kilos qu'elle doit transporter partout. Et la mission vitale, c'est de nourrir le bébé en ce moment-là. Donc, lorsque le sang va vers le bébé, il y a une barrière naturelle qui filtre ce sang-là, qui est le placenta. Et donc, si on comprend la pathogénie du placenta, il commence à durcir, il commence à faire des petits caillots parce que le cœur fait beaucoup d'efforts pour perfuser ce placenta. Ce cœur qui fournit trop de travail va justement développer une hypertension. D'accord, merci docteur. Alors je reviens avec vous, à Fiarita. Oui. Comment ça s'est passé une fois que vous aviez donc, ce diagnostic, vous savez que c'est une prééclampsie, quel traitement, comment vous avez été suivi, comment ça s'est passé? Je prends Adomet 2 fois le matin, 2 midi et 2 soirs. Ça fait 6 comprimés par jour. D'accord, on vous a donné un médicament alors? Oui, un médicament. D'accord. Toujours les mêmes problèmes. La tension, ça augmente toujours. Arrivé à la 3e semaine, la grossesse d'Ivana, et la tension était à 19, même à 12. C'est énorme ça. Oui. Oh là là. Malgré Ah oui. les médicaments, non, Ah ça oui. ne va pas. Je voulais demander à Zénab, vous, qu'est-ce que le médecin vous a dit de faire à partir du moment où il a posé son diagnostic? Il m'a demandé donc de venir toutes les 2 semaines, puisque je consultais tous les mois. Il m'a prescrit des médicaments pour faire baisser la tension. D'accord. 2 semaines après, je suis arrivée et là, il m'a dit non, que l'enfant était en train de mourir. Il fallait tout de suite Et me donc, faire là, une ils sont césarienne. intervenus. Docteur, là, je voudrais savoir quels sont les traitements qui sont donc à disposition pour ces femmes qui souffrent de prééclampsie. En fait, les traitements depuis des lustres sont les mêmes. L'Aldomet dont elle parle, c'est un anti-hypertenseur, c'est-à-dire que c'est un vasodilatateur périphérique. Donc, il va agir en redressant un petit peu les vaisseaux et en soutenant le cœur. À cause des microtrombies, des petits caillots dont j'ai parlé tout à l'heure, on va donner de l'aspégique très tôt. L'aspégique est donnée à dose bébé, c'est le petit sachet, de façon à faire un effet anti-agrégant, c'est-à-dire qu'on évite que les plaquettes, tous les facteurs de coagulation s'agglutinent et aggravent le système. En fait, le premier traitement, c'est le repos. Et les femmes à la maison ne savent pas comment se reposer. Et ça, c'est grave parce qu'à un certain moment, il faut mettre le lit vasculaire à plat pour que quand même le placenta soit perfusé. Dès que vous vous mettez debout, le sang vient dans les pieds et ça fait chaussette et puis voilà. Oui, vous avez entendu, le premier traitement, c'est le repos. Alors Zénab, vous, après la grossesse d'après, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des appréhensions? Et comment s'est passée cette grossesse? J'avais déjà un utérus cicatriciel. Et donc, la grossesse qui devait suivre, il y avait dépassement de terme. On ne pouvait pas provoquer la contraction, puisqu'on me dit que l'utérus avait déjà été cicatrisé. Et donc, on m'a fait une 2e césarienne et puis une 3e césarienne. D'accord. Mais par contre, les grossesses... se sont déroulées normalement. Très bien. Oui, peut-être grâce à l'aspégique, je ne sais pas. Peut-être. Alors, encore une question, docteur Vaudossou. Est-ce que quand on a fait une première prééclampsie sur une grossesse, est-ce qu'on a plus de chances d'en développer sur les suivantes? En fait, non, mais ça appelle à la vigilance. Parce que si vous avez déjà eu un terrain qui a réagi, vous pouvez encore récidiver. Mais ce n'est pas la règle, parce que la prééclampsie survient souvent chez des personnes qui ont eu des grossesses tardives,
des premières grossesses tardives après 30, 35 ans, ou alors des gros œufs, une grossesse gémellaire, une prise de poids excessive, et tout cela s'enclenche. Donc, à la grossesse suivante, il suffit de faire attention, et c'est un phénomène qui ne devrait pas revenir. C'est pour ça que je m'étonne du cas de... Tout le monde était étonné même. Voilà. Même déjà à 25 ans, ma première grossesse, et à la fin de la grossesse, ma tension était à 16, mais j'ai accouché à voix basse. Par voie basse, Oui, naturellement. naturellement. C'est ça. Vous êtes un cas à part. Ça existe, les cas à part. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire que l'on pourrait suivre justement pour éviter d'aggraver justement ces prééclampsies? Il faut éviter de grossir. Donc, éviter les sucres, les féculents qui vous font prendre du poids. Le bébé, il cherche à faire des réserves. Hein. Déjà, les hormones qui l'accompagnent nous font grossir en tant que femme enceinte. Donc, il faut faire très attention, sinon on absorbe tous les sucres et ça se transforme en graisse, c'est-à-dire en réserve pour le bébé. Donc, éviter le pain, les féculents, les pâtes alimentaires, les foufous, tout ça là, il faut n'en manger que des petites portions. Manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits en alternance et surtout, ne prendre qu'1 kilo par mois. Mais merci docteur, mais si vous regardez, si vous êtes des habitués des maternelles d'Afrique, vous savez que sur Miam Miam, régulièrement, je vous répète que notre alimentation doit être équilibrée, diversifiée et que nous devons manger beaucoup de fruits et de légumes. Donc foufou, la pâte, attiéké, le riz, oui, on peut en manger, mais avec parcimonie et toujours en équilibrant correctement nos portions. Donc merci beaucoup, merci Afia Rita, merci Zénab d'être venue partager votre expérience avec nous au Maternelle d'Afrique. Docteur Bodossou, c'était un plaisir. J'espère vous revoir très bientôt. Si vous aussi, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les partager sur nos pages Facebook, Twitter ou Instagram des Maternelles d'Afrique. Nous avons besoin de vous pour une prochaine émission. Donc, je vous appelle à partager donc votre expérience sur le plateau ou en vidéo. Hein. Nous prenons tout et même sur un petit message privé, on prend tous les témoignages. Voilà. Et tout de suite, je file rejoindre une femme inspirante. À tout de suite. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Angela. Bonjour Elie. Bonjour Angela. Comment allez-vous? Je vais bien. Je suis tellement contente de vous recevoir, Maternelle d'Afrique. Vous savez quoi, je me mets à l'aise. Bah oui. J'enlève, je tombe les chaussures, je On tombe est les en talons. Afrique, hein. Franchement, j'aurais même dû mettre des sandales, vous voyez. Mais comment on veut faire la belle là? Il faut quand même essayer. Il faut essayer. Vous savez, Elie, la personne qu'on reçoit là, c'est une pionnière. Oh là. Une pionnière dans le diamant, s'il vous plaît. Racontez-moi cette histoire, s'il vous plaît. Vous allez au Tchad avec votre mari. Et là, il se passe quoi? On va déjà commencer par le commencement. C'est-à-dire qu'on est d'abord allé en République centrafricaine. Oui. 4 ans après, nous voilà au Tchad pour essayer de commercialiser le diamant centrafricain au Tchad. Comment ça se passe? Le Tchad était complètement sans dessus, sans dessous. Une ville vraiment chaotique. Mais on a eu le courage d'y aller parce qu'on a constaté qu'il y avait quand même un marché à prendre. C'est l'armée française, une base de 1500 bonhommes. Le Tchad, rien à faire, pas de boîte de nuit, rien du tout, pas de restaurant. Et alors nous, on arrive avec nos diamants. Alors, Elie, vous arrivez donc au Tchad avec votre époux, vous voulez commercialiser le diamant de Centrafrique, vous avez une structure, qu'est-ce qui se passe? Alors me voilà projetée dans un monde que je ne connais pas en fait, parce que j'ai jamais travaillé dans le diamant. J'ai une formation de gestionnaire de base. Et on me dit, voilà, tu vas vendre des diamants, assois-toi. Ça, c'est mon ex-époux qui me dit ça. Et ça se passe bien parce que vous vous retrouvez place Vendôme, une des rares femmes noires diamantaires, place Vendôme. Pourquoi place Vendôme? Parce qu'en fait, vous faisiez des bijoux finalement qui étaient moins chers. Absolument. Donc vous aviez des clients vraiment de la haute. Absolument. Et vous êtes arrivé, bon, et par rapport à votre couleur de peau, même par certaines fois tomber sur des personnes qui disaient, mais qu'est-ce que cette noire fait dans cet environnement-là? On m'a posé la question. Et je me souviens très bien de cette dame. Elle a eu le courage de me dire, mais excusez-moi Elie, je vais poser une question. Le monde du diamant est très cloisonné. Comment ça se fait que des Noirs fassent ce métier-là?
Alors moi, calmement, je la regarde et j'ai fait un grand sourire en disant « mais écoutez, réfléchissez un peu, je pense que le diamant sort du sous-sol africain, l'or sort du sous-sol africain, quoi de plus naturel ?» Elle m'a regardée et puis m'a dit « bah oui, en effet. » Et puis un jour, vous vous faites braquer au Tchad. Eh oui, eh oui, eh oui. Ça, c'est aussi l'autre revers de la médaille, hein, parce qu'on parle de diamant, c'est toujours beau, mais il y a toute une notion de sécurité derrière. Oui, je me suis fait braquer avec ma petite sœur, Kalachnikov, au salon à 16h de l'après-midi. Et on a dû donner nos sacs et tout ce qu'on avait. Et ils sont partis. On a eu beaucoup, beaucoup peur, plus peur que mal. Mais quelque part, ça reste. Les traces restent quand même. Mais oui, puisque vous avez arrêté à ce moment-là. Vous avez dit, bon, finalement, la vie, c'est plus important que les diamants. Quand ça s'est passé, je suis restée quand même encore 4 années quand même. D'accord. J'ai des enfants quand même. Oui. Vous avez deux filles. 2 filles. À un moment donné, j'ai compris que bon, il faut tourner une page, 19 ans de vie. Alors, vous arrêtez. Et puis finalement, cette expérience dans le diamant, dans les bijoux et autres, ça a développé chez vous un petit côté artistique, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous faites quoi? Je fais l'architecture d'intérieur parce que, en fait, quand on fait des bijoux, quand on les vend, il faut faire des showrooms. Je crois que sans vraiment compter, j'en ai fait plus d'une centaine de showrooms comme ça, éphémères. Et je me suis découvert cette envie de changer l'espace, de faire rêver les gens, de créer des atmosphères. Et ça m'a conduit naturellement vers l'architecture d'intérieur. Et une dernière question, Élie. Vous savez, je pourrais passer la journée avec vous. Absolument. Mais il y a une question qui me tient à cœur. Vous avez divorcé il y a 2 ans. J'ai divorcé il y a 2 ans. Vous avez dit après 19 ans de mariage. Oui. Après 19 ans de Non, mariage. même plus, après Même 30 ans plus. de mariage. 19 ans de vie sur le plan de la joaillerie. Oui. Mais 30 ans de mariage quand même. Oh là là. Alors maintenant que vous êtes une femme libérée, divorcée, en Afrique, Oui. comment oui, ça se passe? C'est un cheminement parce qu'il y a une telle pression sociale, du non-dit, que la femme en fait vit un calvaire et ne veut pas se l'avouer parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on. Moi j'ai géré différemment. On a décidé d'abord de faire une séparation de corps. Et il a fallu demander l'avis des enfants aussi. Ah. Je pense que j'ai fait énormément de sacrifices. J'ai accompagné mes enfants jusqu'au bout. Elles sont des femmes aujourd'hui, responsables, travaillent toutes les deux. Et je me dis, j'ai droit à mon petit cocon un peu de bonheur. Et mes filles ont parfaitement compris. Moi, je suis pour faire les choses comme il faut. J'ai donné des valeurs à mes filles. Je pense que demain, elles en donneront aussi à leurs enfants. Et je pense qu'il est arrivé à un moment donné, il ne faut pas se mentir. C'est vrai. Il faut poser le problème et se dire, bah voilà, il y a plusieurs vies dans une vie. On peut recommencer. Ah, ça, c'est une note positive. Et j'aimerais bien qu'on termine sur cette note positive. Il y a plusieurs vies dans une vie et on peut toujours recommencer. Merci beaucoup, Élie. Merci d'être venue me voir au Maternelle d'Afrique. Merci pour ce beau témoignage. Merci pour cette belle expérience. Merci pour cette histoire inspirante. Vous savez, il y a des enfants qui m'attendent là. Il faut que je les rejoigne. Tout à l'heure, avec le chef Olivia, nous avons commencé une recette de fonio au gras. Oh là. Et comme mon ministère de l'Intérieur là, est en train de faire du bruit, là, il faut que je réponde. Je vous dis à bientôt. À bientôt, Angela. Merci beaucoup. On va faire ce que je préfère, on va manger. Allez, venez avec moi. Alors, il y a un petit bol pour chacun, donc chacun s'installe. Toi, tu vas te mettre en face. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du maïs. Du maïs, oui. Quoi d'autre? De la carotte. De la carotte, oui. De la tomate. De la tomate, oui. Et des œufs. Des oignons. Des oignons, j'en ai vu. Alors, c'est quoi les petites graines, là, les petits grains que vous voyez? Vous voulez goûter pour savoir ce que c'est? Oui. Allez-y, goûtez, dites-moi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du couscous? Non. Oh, oui. C'est du couscous? Oui. Du couscous. Est-ce que c'est du couscous comme d'habitude ou un peu différent? C'est différent. C'est différent? Ouais. Ah, alors vous savez, ça, c'est du fonio au gras. Vous connaissez le blé? Vous connaissez le maïs? Le blé, le maïs. Vous connaissez le mil? Non. Eh bien, Le le mil. Non. Alors ça, c'est du fonio au gras. C'est très bon pour la santé. Vous devriez demander à papa et maman
de vous faire goûter. Est-ce que c'est bon? Vous avez goûté? Ça te plaît pas? Et toi? Ça me plaît un peu. Ça te plaît un peu? Bon, alors un peu, ça veut dire 50%. On y arrive doucement, comme on dit au Togo, ça va aller. Hein. Donc si comme Marlène, vous avez des questions sur l'alimentation que vous posez, n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique, sur Instagram et sur Twitter. Les Maternelles, c'est fini pour aujourd'hui. Il est temps de se quitter, je vous dis à bientôt. Et surtout, entre-temps, prenez soin de vous et de vos proches. Et comme on dit au Cameroun, yete unu. À bientôt. Et maintenant, nous, on goûte. Moi, je vais goûter pour voir si ce que vous avez dit là, c'est un peu bon ou c'est pas bon. Tu n'as pas goûté, je dis, non, mets bien dans la bouche. Tu mets du maïs et tout, c'est bon.